Bonjour, bienvenue dans Curieux par nature, le balado qui répond à vos questions sur les sciences naturelles. Je m'appelle Clémentine, je suis vulgarisatrice scientifique à la Maison Léon Provencher et je suis accompagnée aujourd'hui par deux personnes. Donc, je te laisse d'abord te présenter. Moi, je suis Anne-Marie, je suis coordonnatrice à la Maison Léon Provencher. Puis nous avons également un expert. Pareil, je vous laisse vous présenter également. Bon, mon nom est Jean Deshaies, je suis biologiste, mais spécialisé en botanique. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui, parce qu'on a un très très beau sujet. On va parler du mouvement des végétaux. Parce que oui, les végétaux sont capables de bouger et c'est sûr que ça bouge pas comme des petits animaux ou même nous les humains, mais en fait on va voir au cours de cet épisode qu'il y a vraiment de gros mouvements chez ces végétaux-là. Donc déjà, est-ce qu'on pourrait commencer par définir, Monsieur Deshaies, qu'est-ce que c'est un mouvement? Un mouvement, c'est un déplacement dans le temps et dans l'espace. Là, ça peut être des déplacements, surtout chez les plantes, c'est des déplacements qui sont en général très lents, mais qui sont bien réels. On pense, par exemple, aux réactions des plantes supposons vous plantez une graine, comment est-ce qu'il se fait que les racines vont plonger vers le sol, vers le bas, alors que les tiges photosynthétiques ou les organes photosynthétiques, c'est-à-dire généralement les organes verts, vont s'orienter vers la lumière, donc en sens opposé. Alors la croissance se fait dans deux sens, dans deux directions antagonistes. Là. Donc ça, c'est un exemple de mouvement. Puis justement, on parle donc de la graine. Comment est-ce que, de quoi en fait a besoin une plante pour pousser? Est-ce qu'il y a vraiment des caractéristiques qui font que sans ça, on n'a pas de plante finalement? Sans certains facteurs propices, par exemple, si vous essayez de semer une graine dans un environnement ultra sec, il ne se passera rien. La graine, la graine ne réagira pas. Si, par contre, elle a une humidité dans son environnement immédiat, une bonne humidité, aussi une bonne, en général, une bonne obscurité, ça va lui permettre de se développer et finalement de mourir, d'éclater, de s'ouvrir et de pouvoir se développer. Donc, si je comprends bien, il faut de la lumière, de l'obscurité, donc de l'ombre. Il faut aussi peut-être quelque chose où elles peuvent s'attacher. Oui, c'est alors un substrat qu'on appelle, en général, c'est ça. Toutes les plantes ont réussi à se développer en pouvant s'accrocher. Alors, les racines, par exemple, ont aussi une capacité préhensile, si vous voulez, de pouvoir s'agripper à quelque chose. Un substrat quelconque. Bon, on est loin de l'hydroponique, là, où là, on n'a pas de substrat, c'est tout simplement un liquide nourricier. Mais quand même, on leur fournit de la lumière et tout. Mais de façon naturelle, les plantes vont s'agripper. Même les plantes qui n'ont pas de vraies racines, comme les mousses, par exemple, ce ne sont que des rhizoïdes, mais qui aident à les fixer. Donc, c'est comme des petits crochets, dans le fond? C'est comme des petits crochets où ça se trouve à pénétrer dans des fissures du substrat, puis c'est souvent suffisant avec des micro-poils pour rester fixé, rester bien accroché. Évidemment, tout ça va se développer au fur et à mesure que, par exemple, l'environnement va être... comment je dirais, va se manifester, par exemple, les grands vents, tout ça, plus une plante est soumise à des contraintes, comme par exemple le vent, tout ça, des forces mécaniques, les glaces sur les rivages, et ainsi de suite, la plante va s'agripper de plus en plus. Donc, d'ailleurs, on en avait parlé pendant le camp de jour, Anne-Marie, de l'hydroponie. On avait montré aux enfants, en fait, que les plantes, elles n'avaient pas forcément besoin de terre pour pousser, notamment certaines espèces d'orchidées qui poussaient directement sur les troncs d'arbres. Et c'était vachement intéressant parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui croient encore qu'il y a besoin de la terre, qu'il y a besoin d'eau, qu'il y a besoin de lumière et aussi un petit peu d'obscurité. Puis en fait, c'est ça, les plantes ne cessent de nous surprendre finalement parce qu'il y en a certaines qui n'ont même pas besoin de terre, il y en a qui ont presque pas besoin de lumière aussi. Donc, c'est vraiment chouette. Il y a même des plantes qui ont, au sens complet du terme, là, n'ont même pas besoin de lumière. Il y a des plantes qui ont perdu la capacité de faire la photosynthèse
certaines plantes parasites, par exemple, ou plus généralement des plantes qu'on appelle saprophytes. Facile de souvenir du mot, là. Ça profite de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent tout simplement un peu à l'instar des champignons. Ils se nourrissent tout simplement de la matière qui est en décomposition. D'accord. OK. Alors, il y a des orchidées comme ça qui ont perdu la capacité de faire de la photosynthèse. Est-ce que ça reste des plantes tout de même? Parce que là, on s'éloigne quand même vraiment de La la fonction définition. première des Ouais. plantes, oui. Oui, parce que les plantes, ça a été... comment je dirais, quand dans le développement de la nature, dans l'évolution, les plantes ont acquis la capacité de pouvoir utiliser l'énergie du soleil pour fabriquer, à partir de gaz carbonique et d'eau, fabriquer des sucres. Puis les sucres, c'est pas juste du sucre qu'on peut mettre dans notre café, là. C'est un sucre très essentiel pour toutes les plantes qu'on appelle la cellulose. Oui. C'est ce qui fait le bois, finalement. C'est ce qui fait les membranes des cellules au départ, mais éventuellement le bois. Alors, cette capacité-là, c'est absolument fantastique. C'est ce qui a permis aussi à notre environnement de devenir un environnement oxydant, Oui. qui était vraiment, c'est-à-dire capacité de libérer de l'oxygène dans l'air, ce qui était vraiment néfaste pour les premiers organismes qui étaient là. Les premières bactéries qui étaient surtout chimiotrophes, c'est-à-dire qui se nourrissaient de matières minérales. Les plantes tiraient leur énergie de la décomposition de ces substances minérales-là. Mais quand la photosynthèse est arrivée, ça a révolutionné. Pourquoi? Parce que l'oxygène, pour beaucoup de ces organismes-là, est un poison. Oui, c'est vrai. Mais pour nous, ça nous a... Enfin, les animaux sont arrivés bien après, là, mais ça a été la grande utilité. Donc, c'est grâce à ces plantes-là, donc ces premières plantes, que nous, on est là aujourd'hui Absolument. et qu'on se fait ce balado, en fait, finalement. Ben voilà. On est Ben sur notre voilà. oxygène. C'est ça. J'avais aussi une dernière question un petit peu pour cette introduction. On a parlé rapidement de la croissance des plantes. Donc, normalement, la croissance des plantes, il y a comme la germination, ensuite il y a le développement de la plante, puis ensuite la croissance du jeune plant. Donc en fait, la plante finit par vraiment grandir. Puis pendant quelques minutes, vous avez abordé aussi la photosynthèse. J'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus parce que je pense qu'on va beaucoup en parler pendant cet épisode-là. Est-ce qu'on pourrait vraiment donner une définition très simple de la photosynthèse, la plus simple possible, histoire que tout le monde puisse nous suivre sur cet épisode? Oui, bon, la photosynthèse, comme je l'avais dit tantôt, là, c'est de façon très simple, là, c'est la capacité des plantes à pouvoir utiliser l'énergie du soleil pour utiliser l'eau et le gaz carbonique. Ce sont deux petites molécules très simples et très répandues dans l'environnement atmosphérique, en tout cas. Qu'est-ce que la photosynthèse permet de faire? C'est qu'elle va permettre de soutirer l'énergie de l'eau. Elle va briser la molécule d'eau. Elle va le séparer, autrement dit, en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène, la plante va le garder, va le fusionner avec le gaz carbonique pour fabriquer des sucres. OK. À partir d'une simple molécule, par exemple CO2 avec un ou deux hydrogènes, elle va faire un polymère qu'on appelle. Autrement dit, elle va répliquer, va faire des copies de cette molécule-là, et l'oxygène, elle va le libérer dans l'air. Donc, une très, très longue molécule, en fait, c'est ça, un polymère. Un polymère, exactement. C'est une très longue molécule qui ne fait que répliquer des unités de base continuellement. Alors, c'est toujours, comment je dirais, donc HCO, 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 ainsi de suite. Le squelette de ça, c'est le carbone. OK. C'est lui qui est l'armature. Le carbone qui est la molécule, enfin l'atome le plus présent sur Terre, c'est ça? Dans l'atmosphère, oui, Ouais. c'est un atome. En fait, l'atome le plus présent dans l'univers et sur Terre, c'est l'oxygène. Oui, l'oxygène. OK. Mais il est très lié à cause de sa capacité à réagir. C'est un oxydant. C'est ce qui brûle les substances. Ça a une affinité pour réagir très facilement avec une grande majorité d'atomes, d'atomes différents. Donc, il n'y a pas beaucoup d'atomes qui ne réagissent pas avec l'oxygène. Un bon exemple, c'est l'or, par exemple. Il ne réagit pas. Mais, en général, l'oxygène, il est présent partout dans les minéraux. Ouais. Les minéraux les plus communs à la surface du globe,
ce sont des silicates d'aluminium. Alors Ben, ça tombe. vous regardez encore là une petite molécule très simple de silicate d'aluminium, puis je pense que là-dedans, il y a 3 atomes d'oxygène. OK, ouais, d'accord. Avec un silicium et un atome d'aluminium, là. OK. C'est très commun, l'oxygène. Mais celui que la plante utilise, c'est celui du gaz carbonique qui est dans l'air. Tout Puis ça, même dans les endroits où il n'y a pas de vie, comme par exemple sur Mars, on a du gaz carbonique. Wow. Il y en a dans l'univers, il y en a un peu partout. il y en a vraiment partout. Toute cette histoire de croûte terrestre, tout ça, on va l'aborder dans un prochain balado, donc avec un expert qui va nous parler des roches, justement. Voilà. Je laisse ça aux experts géologues ou... Puis, j'ai bien aimé comment vous avez parlé un petit peu de comment ça se formait la photosynthèse. En fait, on peut peut-être s'imaginer une petite plante qui prend un peu tout ce qui l'entoure. Donc, hop, elle vient prendre un petit peu d'oxygène, elle vient prendre un petit peu d'hydrogène. Puis, à sa petite sauce, en fait, elle fait donc sa propre molécule qui lui sert à manger. Nous, on n'est pas capable de faire ça en tant qu'animaux, en tant qu'humains. Absolument. C'est ce qu'on appelle... alors, les plantes, on utilise un grand mot savant là, qu'on appelle autotrophes. Ouais. Autrement dit, qui sont capables de fabriquer leur propre Nourriture. Pas nous autres. On est obligé pour pouvoir grandir, croître, vivre et tout ça, on est obligé de consommer des plantes ou des organismes qui consomment des plantes. Bien sûr. Donc, ça, c'est aussi une particularité des plantes. Je me rappelle pas, est-ce que peut-être les champignons sont aussi capables de faire leur propre nourriture? Leur propre nourriture. Oui, mais non, ils Non, ne ouais. la fabriquent pas, non. C'est Ils qu'ils décomposent. permettent de la décomposer, Bien sûr. puis là, d'utiliser en éléments plus simples. Donc, après cette grande introduction, je pense qu'il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet. Et notre première question qui a été posée donc, par un ami de la maison, Léon Provencher, c'est quels sont les différents mouvements des plantes? Alors, on a déjà parlé donc, du géotropisme, on en a parlé, mais j'aimerais bien qu'on définisse un petit peu cette notion de tropisme, parce qu'il y a plusieurs tropismes différents. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Bon, de façon simple, c'est que selon le type de cellules, c'est ça qu'il faudrait dire, les cellules racinaires, par exemple, répondent à la gravitation terrestre. Alors, ils vont se diriger vers la gravitation. Tandis que les cellules photosynthétiques, je devrais dire, eux autres, ils ont besoin absolument de l'énergie de la lumière. Alors, ils vont se diriger vers la lumière. Vous avez déjà vu, tout le monde a déjà vu sûrement une plante qui pousse dans trop d'ombrage. Elle s'étiole, elle s'étire Oui. autant que possible pour aller chercher, par exemple, le rayon de lumière qui passe entre 2 planches là, dans un... C'est une belle illustration du phototropisme. La plante essaye autant que possible Mais ces pauvres plantes-là, ils sont anémiques. On les voit souvent. Là, c'est Oui, une couleur c'est vrai. très délavée. Là. Elle n'arrive pas à synthétiser assez parce qu'il n'y a pas assez de lumière, pas assez de pigments de chlorophylle, qui est le pigment principal là, chez les plantes, c'est une vraie usine chimique, ça, ce pigment-là. Oui, vraiment. Il n'y a pas rien que celui-là. Il y en a d'autres. On le voit d'ailleurs en automne, là, quand les pigments rouges, les pigments de carotène, les pigments de xanthophylle, aussi ceux qui donnent la couleur jaune, se développent. Mais le principal, c'est le pigment, la chlorophylle, qui donne la couleur verte aux plantes. Pourquoi est-ce que les plantes sont vertes? Parce qu'ils n'absorbent pas la longueur d'onde lumineuse qui correspond à la couleur verte. Mm. Le pigment vert va chercher surtout les longueurs d'onde rouges et dans le violet. Oui. Ça, c'est super intéressant. Puis ça, on aura aussi l'occasion de revenir dans un prochain balado. Un prochain balado. On fait beaucoup de balados sur les plantes parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était un sujet qui était quand même assez peu connu. C'est vrai qu'on connaît beaucoup les insectes, les plantes, les animaux, il y a beaucoup de documentaires sur le sujet, mais beaucoup moins sur les plantes. Alors, c'est pour ça qu'on essaye aussi de vulgariser toute cette partie-là qui est tout aussi intéressante que les animaux.
J'ai bien aimé l'exemple que vous avez donné de la petite plante qui essaye de s'étirer au maximum pour avoir le maximum d'énergie lumineuse. Moi, par exemple, bon, c'est pas très bien, mais j'ai un petit basilic sur le bord de ma cuisine qui manque cruellement de lumière actuellement. Puis qui vraiment, je le vois, hein, il prend une petite forme un petit peu. Il prend des grands efforts. C'est ça, il fait des grands efforts pour pouvoir vraiment s'orienter au maximum vers la lumière du soleil. Puis vous avez parlé en introduction d'un autre mouvement et vous avez parlé de géotropisme. Géotropisme, c'est ça. Ce que ça veut dire se diriger, être attiré par la Terre. Pourquoi? Ben, c'est que la Terre nous donne, nous indique, comment je dirais, de façon simple, nous renseigne sur la gravitation terrestre. Autrement dit, ça attire. Mais en même temps, se diriger vers le sol, ça veut dire aussi avoir accès à des nutriments. Les plantes qu'on a aujourd'hui, ils ont des racines puis ils ont des tiges. Mais les premières plantes, il n'y avait rien de ça. Ah bon, d'accord. C'était simplement une masse de cellules sans aucune spécialisation au niveau des cellules. Ils étaient toutes pareilles. Comme on pourrait dire, je sais pas, un blob, par exemple, là, qui serait comme Comme une masse, blob, en fait. là, Ouais, c'est ça. Un organisme bizarre, là, une masse informe. Bon. Mais c'est comment je dirais, les organes se sont spécialisés par après. Les cellules se sont spécialisées pour fabriquer des racines, alors lesquelles avaient comme fonction principale d'aller chercher de l'eau. Ça fait plus qu'aller chercher de l'eau. Hein. C'est une vraie pompe. Bien sûr. Vous coupez une plante dans un pot, puis vous allez voir l'eau sortir. Wow. Alors, même si la plante, bon, à toute fin pratique, elle va mourir, là, mais c'est une pompe. Alors, ces cellules-là sont très différentes des cellules photosynthétiques qui, eux autres, vont pouvoir attirer l'eau entre autres par évapotranspiration. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'eau sort, mais il y en arrive d'autres. Pensez à une éponge qu'on fait sécher par un bout, puis qu'il y a l'autre extrémité de l'éponge est dans l'eau. Il va y avoir une espèce de circulation passive. Les mousses, par exemple, fonctionnent comme ça. C'est une circulation passive. Mais chez les plantes, qu'on appelle de façon générale les plantes à fleurs, les plantes les plus évoluées, cette eau-là est vraiment transportée activement Ça se fait en d'une continu. cellule à l'autre, c'est ça. Et d'ailleurs, on avait fait une animation sur l'érable, puis Oui. on avait vu ça justement que... On parlait de la capillarité, on Ouais. parlait de comment... La capillarité, justement, c'est comment expliquer si... on pense, je ne veux pas rentrer dans le domaine de physique, là, mais si vous essayez même par capillarité, je pense que... je veux pas, là, je m'aventure, on fera du coupage. Mais c'est que, voyez-vous, on peut pomper de l'eau de façon naturelle. Je pense que c'est quelque chose comme 10 mètres ou une trentaine de pieds, pas plus que ça. Mais quand on pense à un séquoia de 300-400 pieds de haut, Oui. Ouais. ou 150-200 mètres de haut, là, comment est-ce qu'il fait pour aller Alimenter pomper jusqu'à ses l'eau feuilles, jusqu'en haut, tu sais? C'est tout un exploit, ça, point de vue physique. Mais quand même, il y a des limites là, à ça. Autrement, des arbres, ils se rendraient jusqu'à la Lune. Mais, C'est clair. Puis, donc on a parlé, on va revenir juste un petit peu sur le sujet des mouvements des plantes. Donc, on a parlé du phototropisme. Donc, c'est que les feuilles des plantes sont attirées vers le soleil. On a parlé du géotropisme. Donc, les racines des plantes sont attirées par la gravité. On a aussi l'hydrotropisme. Donc, c'est les racines qui sont attirées vers l'eau. oui. Oui. Puis on a capacité... Ah oui, ils sont capables de détecter où se trouve l'humidité. Bien, de toute façon, si vous mettez un environnement, mettons, le moindrement hostile, qu'est-ce qui va arriver aux racines qui n'ont pas d'eau? Ben, elles vont mourir. bien sûr. Lesquelles vont survivre? Bien, c'est celles qui ont accès à de l'eau. Tu sais. Alors, on peut dire sont attirées par l'eau, mais en fait, ça leur prend de l'eau. Oui, c'est ça. Sinon, l'organisme se dessèche. C'est des... le terme m'échappe, là, mais c'est la capacité... Attendez un peu, là. C'est que quand il y a une sécheresse qui se passe, il y a des organismes qui sont capables de résister à la sécheresse. Pensez aux cactus, par exemple. Ils sont capables de rester très longtemps sans aucune précipitation.
Mais il y en a d'autres de nos plantes ici, sous nos climats. Passer un certain seuil, un certain seuil de déshydratation, il y a un point de non-retour à un moment donné qui est franchi. Puis, passer ce point-là, la plante meurt tout simplement. Ouais. Elle ne peut pas récupérer. Mais on est quand même capable par une petite expérience très simple. Tout le monde a déjà été à l'épicerie pour acheter un céleri, par exemple, puis rendu à la maison, on se rend compte qu'il est pas mal fané. Oui. Oui. Vous rafraîchissez la coupe Mm. où il a été coupé, c'est-à-dire que vous mettez ça, vous enlevez ce qui a séché, vous le mettez dans un pot d'eau, puis vous allez voir toutes vos feuilles se réépanouir. Ouais. Autrement dit, Il y a une autre façon aussi que les plantes bougent, là, qu'il y a le mouvement, c'est le chimiotropisme. Là. C'est quand ils vont vers un sol plus riche, vers une espèce d'engrais, quelque chose qui serait dans leurs besoins. Oui, ça dépend des plantes. Si vous prenez des plantes arctiques, par exemple, certaines plantes arctiques, vous mettez de l'engrais, vous les tuez tout de suite. Oui. Elles sont pas habituées, en Ils fait. sont habitués, c'est ça, ils sont adaptés à un environnement extrêmement stérile dans lequel il n'y a presque rien, puis ça leur suffit. Mais il y en a d'autres, par contre, s'ils n'ont pas telle substance ou tel milieu, pensez aux plantes calcicoles, par exemple, qui ne poussent que sur les habitats calcaires. Ils ont besoin de calcium. Bien sûr. Par contre, il y a d'autres substances minérales comme qu'on appelle la serpentine. Enfin, c'est des roches qui viennent du manteau terrestre, dans lesquelles il y a beaucoup de magnésium. Ça, c'est très toxique. Pensez au site, la région de Thetford Mines, par exemple, dans lesquelles il y a beaucoup de serpentine, beaucoup d'amiante. Il y a trop de magnésium là-dedans, c'est toxique. Mais il y a certaines plantes qui sont très bien adaptées à ça. Mais c'est ça, en fait, c'est que les plantes, tout comme les insectes, tout comme les animaux, elles se sont vraiment adaptées, elles ont évolué pour s'adapter à ces milieux-là. Voilà. C'est ça qui est hyper impressionnant aussi, c'est que même l'humain, je suis pas sûre qu'il puisse vraiment bien survivre s'il n'est pas du tout équipé pour vivre dans ces milieux-là. Voilà, c'est ça. Vous touchez un point important, là. C'est que toutes les plantes, en fait, toutes les différentes espèces de plantes, voyez-vous, on a quelque chose comme pas loin de 500 espèces de familles de plantes différentes à la surface de la planète, là. Il y en a des immenses, il y en a des petites, il y en a qui sont habitués au désert, il y en a qui sont habitués les forêts tropicales, là, sont noyées dans l'eau tout le temps. Pensez aux plantes aquatiques. Oui. Alors, ces plantes-là ont évolué dans différents milieux au cours de toutes les périodes géologiques. Tu sais, on peut facilement penser au-dessus d'1 milliard d'années là, d'évolution. Même les plus vieilles, est-ce qu'on peut les appeler des plantes? Je ne suis pas certain. Pensez aux stromatolithes. Ah oui. Ouais. Qu'on trouve encore. On pensait que c'était disparu, mais on a découvert ça au siècle dernier à Shark Bay, en Australie. Alors, des stromatolithes, des organismes qui existaient. J'en ai vu des squelettes de ça, en fait des squelettes, des traces dans la roche, oui, des fossiles de ça, qui datent de 2,7 milliards d'années. Tu sais. Alors, ça a été, à notre connaissance, à peu près les premiers organismes à être capables de faire la photosynthèse. Puis en même temps, ces petites algues-là, c'est une espèce de mucus là, qui recouvrait. Ils étaient capables de faire leur assise aussi, c'est-à-dire qu'ils déposaient du calcium, du calcaire en même temps, qui pouvaient faire la photosynthèse. Un peu comme les coraux aujourd'hui qui font leur propre squelette. Donc, si je me rappelle bien, les stromatolithes, c'est comme une association de plusieurs organismes. Il y a comme des algues, il y a aussi comme des bactéries. C'est surtout des algues bleues qui, en même temps, vont faire un dépôt de calcium. Autrement dit, ils construisent leur propre support. Mais ça reste fondamentalement seulement qu'une couche de cellules. D'accord. On va revenir un petit peu sur les mouvements des plantes. Donc, on voit que c'est quelque chose qu'elles ont presque peut-être toujours fait, hein, ces petits mouvements-là. Il y a aussi des mouvements, je ne sais pas si tu les connais, Anne-Marie, c'est les nasties. Je ne sais pas si ça te parle. Ah oui. Oui, un peu quand même. Ouais. Comme les sentitives, les mimosas. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une petite plante, peut-être qu'il y a des amis qui nous écoutent qui l'ont déjà vue.
dans les fleuristes, tout ça. C'est une plante d'ornementation, hein, tu la touches, puis hop, elle referme toutes ces Toutes petites ces feuilles. feuilles, c'est ça. J'ai adoré ces plantes-là. Puis ça, justement, c'est un mouvement involontaire de la plante, c'est pour se protéger. Donc, c'est un autre type de mouvement, en fait. C'est pas je suis dirigée par quelque chose qui m'attire. Ouais, c'est comme si la pression d'eau à l'intérieur de la plante chutait brutalement. Cette pression d'eau-là, on appelle ça la turgescence. Ouais. Je parlais tantôt du céleri là, qu'on remet dans l'eau, puis c'est la turgescence. Autrement dit, la quantité d'eau qui est dans les cellules. Mais il y a d'autres mouvements que les plantes font. Tout le monde a déjà observé, par exemple, un plant de fèves Ouais. qui a des vrilles. Oui. Oui, ben, les sacoches. Alors, les vrilles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous allez suivre un plant, par exemple, pendant une journée, là, soyez-vous dehors, puis regardez ça comme il faut. Vous allez voir la vrille qui pousse, mais en dedans de quelques heures, elle va faire une rotation complète D'accord. pour essayer d'accrocher quelque chose, un support qui pourrait être proche. Mm. Puis dès qu'elle rentre en contact, alors avec les extrémités de ces vrilles-là, il y a comme un petit coussin. Tout de suite, l'adhésion se fait. Puis là, la fixation se fait et le support est garanti. La plante peut continuer à croître, mais en bénéficiant d'un support. Tu sais. Mais c'était fascinant de voir qu'en dedans de quelques heures, elle fait plusieurs rotations pour essayer de trouver un support. Il y a d'autres mouvements. On parlait tantôt de la plante qui est étiolée, qui se dirige volontairement, automatiquement, là, vers la source lumineuse. Tu sais, on a fait des expériences avec des rotatives, Oui. des centrifugeuses. Puis la plante, les racines se mettaient à pousser dans le sens de la rotation, tandis que les tiges photosynthétiques se mettaient à pousser. Puis là, dépendamment où on mettait la lumière dans ce dispositif-là, ben là, il y avait un compromis qui était fait entre la gravitation et le phototropisme. Là. Je l'ai vu, cette expérience-là. Puis d'ailleurs, on peut la trouver facilement sur Internet. Je pense que oui. Si on cherche un petit peu avec ces mots-clés-là, donc centrifugeuse, plante, vous allez pouvoir voir, c'est extrêmement drôle. Ça veut dire que la plante, elle est capable on pourrait dire, de se repérer dans son environnement, avec ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Donc ça, c'est des mouvements qui sont, comme on va dire, interne à la plante, mais il y a aussi des mouvements externes comme la migration. Puis donc c'est la deuxième la question. migration des graines, par exemple. Bien sûr, donc c'est la deuxième question qu'on a donc d'un ami qui nous a demandé pourquoi et comment les plantes voyagent et comment est-ce qu'elles peuvent migrer au final. Tout le monde a déjà observé un pissenlit, par exemple, Oui. ou un pissenlit mûr, là, bien évidemment, avec ses petites graines attachées à un parachute. Le ça. blanc, là, le Voilà. pissenlit tout Voilà. blanc. Ok. C'est une transformation de l'ovaire. Chez ces composés-là, ces plantes-là qu'on appelle composés, c'est-à-dire qu'il y a tout un paquet de fleurs sur un seul réceptacle. En fait, c'est une combinaison de fleurs, d'où le terme composé. Mais la graine qui résulte de ça, de la fécondation, est capable de se déplacer grâce au vent, ce qu'on appelle des anémochores. Il y en a d'autres aussi qui permettent une bonne dispersion. Vous pensez aux samards des érables Oui. qui vont se déplacer, enfin, une certaine distance, là, surtout s'ils vendent cette journée-là. Ça, comment on appelle ça? Les enfants appellent ça les hélicoptères. Là. Oui. Ils s'en Mais vont, les s'en samards, vont à une ouais. bonne distance. Il y en a d'autres, par contre, le fruit est très pesant. Pensez à une pomme, ça tombe pas loin. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a d'autres organismes, des Exact. animaux, par exemple, qui interviennent puis qui vont les manger. Pensez à un ours, par exemple, qui rentre dans un bon champ de bleuets, là, puis qui, par son système digestif, en fait, l'évacuation de son système digestif, va aller disperser la graine à une Ailleurs. bonne distance, très loin. Même, il y a beaucoup de plantes qui, pour briser la dormance, c'est-à-dire pour permettre à cette graine-là, à la graine produite par la plante de germer, doivent passer par un tube digestif. D'accord. Ça, c'est très important. Il y a d'autres plantes, pensez à la samare d'érable elle, pour briser cette dormance-là, parce que si
tant que la dormance n'est pas brisée, cette graine-là, mettez-la où vous voulez, elle ne germera pas. Oui. Alors, il y a d'autres graines, donc, qui doivent, elles, passer par le froid. Oui. Alors, 3 semaines de froid à -10, quelque chose comme ça, ça permet de briser la dormance. Ouais. L'asclépiade fait ça au Québec. Là, l'asclépiade, la plante qu'on voit souvent, elle a besoin absolument de dormance pour pouvoir On a regermer besoin de ailleurs. briser Ouais. cette dormance-là, c'est ça. Ouais. Parce qu'automatiquement, si ça ne passe pas au froid, même les bourgeons qui se préparent à ce temps-ci de l'année, même ils sont prêts là, pour éclore au printemps prochain, il faut qu'ils passent par le froid. Nos plantes indigènes, en tout cas. Il y en a d'autres, c'est automatique. Il y en a d'autres, il y a des plantes, je pense à de l'orge, par exemple. C'est des céréales qui ont évolué dans des milieux semi-désertiques, par exemple au Proche-Orient, qu'on cultive à cette heure à la grandeur de la planète. Ces plantes-là n'ont pas de dormance. Dès que la graine est mûre et qu'elle tombe au sol, elle peut regermer tout de suite. Bon, c'est pas pratique pour nous autres, pour notre alimentation, le blé, l'orge, le seigle, tout ça. Mais en général, non. Les plantes ont besoin d'avoir que la dormance, qui est automatique dans la production de la semence, cette dormance-là doit être brisée Puis, par différents facteurs. puis vous avez parlé donc de l'anémochorie. Donc anémo, ça veut dire vent. Donc et chorie, ça veut dire dispersion. Donc l'anémochorie, c'est la dispersion des graines par le vent. Vous avez parlé de zoochorie, donc la dispersion des graines par les animaux. J'ai aussi un autre exemple que moi j'aime beaucoup, c'est celui de la bardane. Donc je sais pas si tu peux en parler un petit peu. Ben, moi aussi, j'aime bien. C'est sûr, on en a dans nos champs. Puis la bardane va faire une espèce de fruit qui est comme des petits pics dessus. Ça nous a fait penser l'invention du velcro vient un peu de ça. Exactement. La plante, elle va s'accrocher sur les parois de la fourrure d'un cerf, animal, de n'importe quel n'importe animal, puis il va pouvoir se déplacer loin, en fait, comme elle a développé ça. Alors, c'est une zoochorie sans qu'il y ait besoin d'ingestion, de passer par c'est tout simplement, comment je dirais, dans un transport parasite. Là, transport Un autobus, un petit peu des graines. Voilà. Voilà. Il y a la dispersion des graines, je le sais par expérience, c'est généralement pas un problème. Non, c'est ça. Ce qui empêche les plantes de se répandre, parce que tous les organismes vivants cherchent automatiquement, instinctivement, à occuper le plus d'espace possible. Ce qui va empêcher l'installation d'un organisme, on va rester au niveau des plantes, là, dans un territoire donné, ça va être ce qu'on appelle des grandes barrières. Par exemple, climat trop froid, climat trop chaud, climat trop sec, climat trop humide, ainsi de suite. Ce qui fait que le cycle vital d'une plante, autrement dit, germination, croissance, floraison, maturation, fécondation, maturation des fruits, tout ça ne pourra pas être complété. Donc, le cycle est interrompu quelque part. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, si vous allez vous promener dans le nord du Québec, au Nunavik, tout ça, les arbres arrêtent. On ne les voit plus au-delà d'une certaine latitude. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Parce qu'on a trouvé de ces arbres-là qui ont réussi à survivre, mais d'une époque plus chaude. D'accord. Qu'on a connue, par exemple, ici au Québec, là, il y a à peu près 4000 ans. Il faisait plus chaud à ce moment-là qu'actuellement, malgré le réchauffement climatique. C'était beaucoup plus chaud, beaucoup d'organismes sont rendus beaucoup plus loin au nord. Mais aujourd'hui, ceux qui n'ont pas été détruits par le feu ou qui ne sont pas morts de leur bain de mort, il y en a qui survivent. On a même trouvé, à certains endroits donnés, une pauvre épinette noire qui était rendue, on voyait encore le tronc d'où originait cet individu-là, mais il restait aujourd'hui simplement une couronne de petites branches au sol qui datait de 1600 ans. Wow. D'accord, quand même. Donc, ça veut dire que peut-être la migration, une plante donnée, donc je sais pas, je prends l'exemple du pissenlit, il peut pas forcément migrer n'importe où. En fait, il y a quand même, il est comme soumis aux conditions climatiques. C'est ça. En fait, il pourrait migrer partout. La graine pourrait migrer partout, mais elle ne survivra pas. Oui, c'est ça, voilà. Elle ne pourra pas s'implanter. Alors, il y a des limites, les continents, les chaînes de montagnes, le climat, ça, des grandes limites comme ça. On voit ça chez beaucoup d'organismes. Tu sais.
Pourquoi, par exemple, n'y a-t-il pas d'ours polaire en Antarctique? Parce que Il n'est pas allé par lui-même. Hein? ouais, c'est ça, Ils ça n'ont fait jamais loin. réussi, ils n'ont jamais réussi à traverser l'équateur. Tu sais. C'est ça. C'est Ça, vrai. c'est une barrière. ça. Mm. Ouais. Et C'est pourquoi n'y l'adaptation. a-t-il pas de manchot au pôle Nord? Tu sais, la même question. Mais c'est la même chose, ouais. Ouais. Même les migrations, pour le coup, animales ne sont pas capables de passer certaines barrières. Ouais, c'est la même chose pour les plantes. Tu sais, ben. Il y a les humains qui ont amené Ouais, des plantes c'est ça. un peu partout dans Ah, le monde. voilà, ça, c'est tout le problème ou la question des plantes introduites. Tu sais. Ici, au Québec, par exemple, on a quelque chose comme de plantes indigènes. On a quelque chose comme 2200, 2300 espèces, mais plantes introduites, il y en a 5 ou 600. Quand même. Quand Quand même, même. tu sais. C'est, ça amène... Bon, ça augmente la biodiversité, si on veut, mais ça amène aussi tout un autre problème économique. sûr. Tu sais. On pourrait peut-être parler de la phragmite. Il y a la renouée du Japon. Il y en a, je vous lance pas dessus. Ça, c'est pratiquement des machines de guerre. Ça. Oui, c'est ça. La renouée du Japon, par exemple, c'est la première plante à coloniser au Japon une éruption volcanique. Tu sais. Wow. La lave est durcie. Elle n'a pas peur de ça. Ah, donc, alors, introduite ici par accident. La même chose avec le phragmite. En fait, malgré qu'ici, on a une souche indigène de phragmite. Le frère Marie-Victorin, par exemple, en avait rapporté de l'île d'Anticosti en 1919. Tu sais. C'est un phragmite bien indigène. Mais depuis ce temps-là, il y a des souches européennes qui sont arrivées qui, elles, sont vraiment envahissantes. Parce qu'on trouve presque plus notre phragmite indigène, autochtone ici. Là. Ah ouais. Donc ça, c'est quand même important, je trouve, de dire aux gens qui nous écoutent que les plantes, il ne faut pas les prendre quand on va en voyage. On peut trouver une plante vraiment jolie, vraiment cute, et il ne faut pas prendre des graines pour les ramener dans un autre endroit parce que justement, ça peut causer des vrais problèmes aux autres plantes. Voilà. Ouais. Voilà les plantes et peut-être les organismes qu'elles hébergent aussi. Bien sûr. On n'a qu'à penser à la grille Dufresne qu'on a... Enfin, au niveau des insectes, il y en a eu beaucoup comme ça d'introductions intempestives par manque de précaution. Tu sais. Bien sûr. On va revenir un petit peu sur la migration, donc la dispersion des graines. Il y a aussi un exemple que j'aimais beaucoup, c'est les graines, enfin les fruits des graines qui sont capables d'exploser. Oui. Alors ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que dans l'évolution, il y a comme une plante qui s'est dit pourquoi pas exploser, parce que c'est vrai que c'est une bonne manière De d'en- disperser. Ouais, c'est ça. De faire de la dispersion, exactement. On a des... bon, tout le monde pense à la grenade, qui est à l'origine de l'engin militaire, bon, mais c'est une plante comme ça, du bassin méditerranéen, qui est capable de disperser, de projeter assez violemment. On a ces graines, donc. On a une plante ici, qu'on appelle d'ailleurs l'impatiente. L'impatience. 2 ou 3 espèces, là. En anglais, c'est touch me not. Ah oui. Pourquoi? Parce que dès que vous touchez au fruit, Ça ça explose. explose. Ah oui. Ça se rouvre comme une banane, puis toutes les graines sont parties. Comme ça, au moins, la dispersion est assurée, on va Elle dire. est assurée. Alors, s'ils ventent, les feuilles touchent aux graines, ça explose. Un animal passe là, ça explose, puis C'est ça ça. disperse les graines. Puis, en plus que c'est une plante de milieu humide, donc l'eau peut l'aider en plus à se disperser. Puis, il y a toutes sortes de mécanismes. Oui, mais moi, je pense aussi, là, c'est très exotique, mais les noix de coco Oui. qui vont flotter En effet. sur l'eau pour pouvoir aller coloniser un autre endroit. Là. Alors voilà, Ils sont développés pour ça. Les autres, ils bénéficient de l'océan, alors on les retrouve Partout. tout le tour du globe. Bien sûr. Tu sais. C'est C'est extrêmement un engin avantageux. flottant, le fruit. Ah, c'est complètement flottant. Puis une fois échoué, à moitié enterré dans le sable, là, les conditions sont favorables. Alors, il va se développer une petite racine, puis là, on va voir la noix de coco s'ouvrir. Quand même une bonne force. Oui, c'est ça. C'est Pour ça. éclater ça. C'est un engin solide. Là. Ah, très solide. Les plantes sont costaudes. Il y a- Enfin, selon leur adaptation. Il y en a d'autres, c'est pas si, comment je dirais, donc leur survie est loin d'être assurée. Je pense aux orchidées, par exemple, Bien sûr. qui peuvent fabriquer des dizaines de milliers de graines, mais ils sont minuscules, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve dedans.
Puis là, on a essayé longtemps de cultiver des orchidées jusqu'à ce qu'on découvre que ça leur prenait des champignons auxiliaires, les D'accord. mycorhizes, Ouais. c'est eux autres qui vont alimenter la petite graine qui est sans réserve, là. Parce que sur ces dizaines de milliers de graines-là, combien vont germer, combien vont survivre? Une, deux. Peut-être, ouais. Ça fait penser à la morue, qui pond des millions d'œufs, mais presque rien de survie, Ben, en général, dans le vivant, c'est ça, c'est plus on produit d'œufs, plus en fait on est sûr qu'il y a que seulement quelques descendants qui vont survivre. Oui, c'est ça. C'est la stratégie que les espèces, enfin certaines espèces ont adoptée. Il y en a d'autres qui vont produire seulement qu'une graine. Pensons à la noix de coco, mais elle est presque assurée Elle de est presque survie. sûre. Mais Mais en même temps, c'est ça. Déjà, pour manger une noix de coco, il faut se retrousser les manches, là. Alors, j'imagine que ça doit être pareil. Mais en plus, c'est qu'elle est capable de faire des milliers et des milliers de kilomètres. Puis Absolument. elle sort de là, enfin, je parle comme si c'était un humain, là, mais enfin, elle sort de l'océan, elle est capable de se replanter puis de donner un nouveau cocotier. C'est impressionnant. Et puis, justement, c'est ça que je voulais vraiment transmettre avec cet épisode-là, c'est que les plantes, oui, elles sont fixes, elles sont assignées à un milieu, mais il y a des adaptations, il y a l'évolution qui a fait qu'elles sont capables vraiment de coloniser plein de milieux. Ben sinon, en fait, les noix de coco, elles seraient simplement à un seul endroit sur Terre. Voilà. Mais c'est ça. Voilà. Non, c'est la dispersion, soit comment je dirais, de façon intrinsèque ou de façon passive, va s'effectuer. Puis la plante, c'est des stratégies que les organismes ont bien acquis par adaptation, par évolution. Mais on voit une infinité de modes de dispersion chez les plantes, dépendamment de leur nature, dépendamment où ils ont évolué, dépendamment de... On pense, tiens, un autre exemple de bonne dispersion, c'est les graines de bouleau Ouais. ou des espèces de la famille des bouleaux. Les graines sont libérées en hiver OK. pour courir avec le vent et la poudrerie sur la neige. Wow. Puis ils vont se disperser comme ça, partout où ils sont. Alors, il n'y a pas grand-chose pour les entraver. Ouais, c'est ça. Sur la neige, ça glisse. Pensez à une bonne journée de poudrerie, là, un bon vent froid. Là. Contrairement à d'autres qui vont profiter d'un autre mécanisme, le vent ou la zoochorie. Il y en a même qui ont besoin de feu, il me semble aussi. Certaines plantes qui ont besoin de très forte chaleur, voire d'incendie pour pouvoir... C'est le lot de la plupart des organismes de la forêt boréale. Il faut que ça passe au feu. On pense que le plus bel exemple, c'est le pin gris. Si je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec la cocotte, le cône d'un pin gris, c'est aussi dur qu'un caillou. Ouais. C'est assez incroyable. Il faut que ça passe au feu. En passant au feu, là, ces feux de forêt-là, d'ailleurs, ils passent assez rapidement. Ce qui veut dire qu'en général, là, ça fait juste permettre au cône de s'ouvrir et là, les graines peuvent sortir. J'ai vu des feux au Nouveau-Québec, là, des incendies passer dans des pinaies, justement, à pin gris. Les pins gris sont tous morts, mais des cônes qui contenaient des graines ont pu ouvrir Wow. et dans 36 heures, la graine était germée. Wow. C'est malade. 36 heures après le feu. Puis le cône, il pouvait survivre combien de temps sur le sol comme ça? Il peut durer plusieurs années. Plusieurs Ah années. oui, d'accord. Fait qu'il Plusieurs voyage dans- années, oui. C'est ça. Les cônes, dans le dans les temps. pins gris, le pin gris peut être adulte, là, puis il peut faire plusieurs années qu'il est là. Alors, la graine est en dormance, n'a pas passé au feu, elle ne germe pas. C'est hyper intéressant parce que justement, c'est vrai que ça reste un problème, hein, les incendies, quand il y en a beaucoup, tout ça, c'est vrai que ça perturbe grandement l'équilibre terrestre. Mais il y a aussi des animaux, des plantes qui profitent de ces incendies-là. Ah, absolument. Donc finalement, en fait, c'est aussi une sorte d'adaptation. Ça veut dire que peut-être qu'il y a quelques dizaines de millions d'années, il y avait peut-être beaucoup de feu, puis qu'il y a dû avoir des adaptations. Donc ça montre toute l'adaptabilité des plantes aussi. Voilà, Ouais. voilà, parce qu'il y a tout un écosystème. Hein. Si vous pensez, comme on vient de parler, d'une forêt de pin gris en milieu boréal, alors le feu passe, bon, les arbres, comme je vous disais tantôt, le feu passe généralement très vite. Les arbres sont rarement consumés, mais il a fait assez chaud pour tuer le cambium, c'est-à-dire la couche de cellules vivantes qu'il y a. En fait, 2 couches de cellules là, qu'on a sur les troncs des arbres de façon générale. C'est entre l'écorce et le bois.
C'est là que se situe le vivant. Alors, juste passer à la chaleur, c'est suffisant pour empêcher la sève de monter. Les racines, ils sont toujours là, ils sont toujours en vie, eux autres. Mais l'arbre meurt. Qu'est-ce qui arrive après ça? On voit dans les 2 ou 3 saisons suivantes, là, ce sont des insectes xylophages qui arrivent. Leurs larves vont aller manger le bois mort. longicornes, Ah oui, les- vous c'est promenez ça. là-dedans, Les là, bupresses. il y en a Ouais, qui les vont, bupresses, ouais, qui vont chercher des effectivement. champignons, des morilles, entre autres, dans ces forêts-là, là, brûlées. Mais vous promenez au travers des arbres, puis là, vous entendez cric-croc, cric-croc. C'est vrai. Et il arrive avec ça tout le pic à dos noir. Une espèce de pic-bois qu'on a ici qui suit les feux de forêt, comme ça, pour se nourrir ses rejetons des larves de ces longicornes-là. C'est des bons gros Oui, ils insectes. sont là. gigantesques. Ouais. Puis là, on en a eu beaucoup, justement, pendant le camp de jour. Là, les enfants n'arrêtaient pas d'en trouver. Ah oui, On oui. fait des petites collections d'insectes. Donc, c'est ça, avec un point blanc, c'est ça, sur le Ça dos. dépend des espèces, Mm. oui, c'est ça. Puis c'est ça. Puis en fait, je trouve ça hyper intéressant d'en parler, justement, parce que même mort, un boisé, une forêt, ça attire de la vie. Ah, voilà. Ouais. Voilà. Et- C'est comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, c'est la succession Ouais. qui s'installe. Autrement dit, bon, la forêt est détruite, mais là, il y a tout un processus qui fait que des organismes, donc spécialisés, qui vont arriver, qui vont recycler cette forêt-là. Comme je vous disais tantôt, les racines ne sont pas mortes après un feu. Alors, qu'est-ce qu'on va voir au début? Ça va être, par exemple, les plants de bleuets qui vont ressortir. Ouais. Et toute la succession qui s'enclenche. Et éventuellement, des épinettes, les pingrés d'abord. Mais après ça, si le feu ne repasse pas, c'est l'épinette noire qui arrive, qui, elle, est capable de germer en dessous de l'ombrage des autres arbres, puis qui va éventuellement remplacer le pin gris. Tu sais. Puis le feu arrive encore, puis ça recommence. Tout est une succession. Puis d'adaptation, en fait. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Je me souviens d'avoir vu une forêt d'épinettes noires au Nouveau-Québec, là, au Nunavik. Elle était, comme on disait en langage ordinaire, ça fait longtemps qu'elle était due pour passer au feu. Mm. Comment est-ce qu'elle se présentait? C'était de la décrépitude complète. Les épinettes ne se reproduisaient à peu près plus. Les branches étaient cassées. La plupart des troncs étaient cassés. Puis il y avait un tapis de lichen, à peu près ça, d'une épaisseur de 15-20 cm au sol. Un tapis de lichen trop dense empêche la germination de toute graine. Mm. C'est blanc, ça cause un albédo, ça a l'air d'un climat froid, Ouais. ça fait comme de la neige au sol, mais il fallait que ça brûle. C'est Pour vrai. enlever tout ça. On avait aussi une autre question. Oui, oui. Alors là, on va Je sortir un petit m'éparpille peu. un peu, là, mais Non, mais c'est super intéressant. Puis je pense que les amis qui vont nous écouter vont apprendre plein de choses, notamment sur ce qu'on vient de parler. Donc la migration des plantes, les animaux qui profitent justement des plantes quand justement les incendies sont passés. Personnellement, j'ai appris plein de choses. Puis j'espère que vous aussi, ceux qui nous écoutez. On avait une autre question d'Olivia qui nous demande quelle est la plante la plus grande et la plante la plus petite. OK, la plante la plus grande, je ne répondrai pas tout de suite. La plante la plus petite, je pense que c'est ce qu'on appelle Wolfia. Ouais. Je pense que c'est quelques cellules seulement. C'est comme une petite boule verte qui flotte à la surface de l'eau. C'est comme des lentilles d'eau, là. Ou Plus petit que ça. plus petit Ouais. encore. Plus petit que ça, oui. Enfin, il y a une nouvelle classification des plantes aujourd'hui, là, puis on a tout mis ça dans la famille des aracées. Mais je vous dis que c'est dur de comparer ça à une aracée, mais en tout cas. Est-ce que ça se voit au microscope peut-être il faut prendre une loupe binoculaire, un Vous la microscope. voyez d'avance. D'accord. Vous la voyez à l'œil nu, comme ça flotte sur l'eau, à travers les lentilles d'eau, comme OK. vous venez de dire. Sauf qu'elle a l'air d'une petite boule, tout OK. simplement. Bon, pour identifier à l'espèce, on en a 2 ou 3 espèces ici au Québec. Pour identifier à l'espèce, là, ça prend un microscope ou un D'accord. binoculaire pour être certain Pour être de plus proche. l'espèce. Laquelle est là. laquelle? Ouais, c'est Laquelle est laquelle, c'est ça. Borealis, Columbiana ou... Enfin, Ariza aussi. Bon, la plus grosse plante, on pourrait penser un séquoia. ça. Ouais, le séquoia, ouais. Ouais, c'est ce que je pense. Mais il pourrait y avoir aussi, comme on s'en est rendu compte il y a quelques années, tout simplement le peuplier faux-tremble, qui
peut se reproduire de façon clonale. Clonage, ouais. Alors, si c'est ça, ça constitue un individu, ben, ça couvre presque des États Ouais. au complet aux États-Unis. Ouais. C'est que la plante se reproduit par coalescence racinaire qu'on appelle. Autrement dit, la racine passe proche du sol, perçoit la lumière, il sort une tige de cette racine-là au lieu de sortir d'autres racines. Tu sais. OK. Alors, parce que ces arbres-là ont un enracinement qu'on appelle superficiel. Là. Il ne va pas nécessairement très profondément. Alors, ça peut être à l'origine. Encore là, il y a eu généralement des feux qui ont dégagé le paysage avant que ces trembles-là puissent s'installer. Même ici, au Nouveau-Québec, la plupart des peuplements de trembles origine de feux, comme ça. D'accord. Ouais. Puis, est-ce que tu sais, Anne-Marie, la taille du plus gros séquoia, justement? Oh mon Dieu. Bon, Général Sherman, je crois, c'est exact. celui-là? Ben, le général Sherman, c'est le plus large. Ouais. Puis l'Hyperion, c'est celui qui est le plus haut. Mais combien de mètres il faisait déjà, Clémentine? C'est en haut de 100 mètres. Ouais, plus en de haut. 100 mètres. Ce C'est qui fait incroyable. un immeuble de 30 étages. Alors, un haut comme un gratte-ciel. Ouais. Là. Alors, il est dans une forêt de l'ouest des États-Unis. Ouais. Californie, là. Ouais, c'est ça. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que on voit justement ces immenses arbres, donc ces immenses séquoias. Puis à côté, il y a la toute minuscule lentille d'eau, la toute petite c'est Wolfie. Parce que ça, justement, ça vit dans l'eau, c'est ça Oui, absolument. ouais. C'est à la surface de l'eau, oui. Je pense que si ça fait comme les lentilles d'eau, à l'automne, tout simplement, ce que ces plantes-là font, c'est qu'ils calent. Ils calent, puis ils vont passer l'hiver sur la vase du fond. OK. Puis au printemps, avec la turgescence ou le réveil de la photosynthèse qui mène des bulles d'air dedans, ben, on vient Ça les flotter. fait monter. Ouais. Puis, Anne-Marie, il me semble que tu avais vu aussi, parce qu'on en a parlé un petit peu dans le bureau, tu as parlé d'une espèce de plante qui vivait sous l'eau. Oui, en Australie, ils ont trouvé, là, c'est comme tout un... C'est pas une algue, c'est vraiment une plante qui habite sous l'eau, puis qui fait là, des hectares de largeur. Là. Alors, ce serait aussi une des plus grandes plantes au monde, dans le fond, parce qu'elle occupe OK, un grand bon, c'est espace. tout Et elle par vit sous l'eau. rhizome. Oui, c'est ça. Puis elle vit C'est-tu de la sous l'eau. Posidonie? Je pense que oui. Ouais. Qui Ouais, fait la c'est- taille, je pense, de l'île d'Orléans au total. Donc, c'est quand même grand hein, pour les amis de Québec qui nous écoutent. Hein, ça fait quand même, je pense, plus de 20 km de long. Là, Oui, c'est immense. Puis c'est la même plante, là. C'est toute la même identité génétique. Oui, là. exact. Comme les faux trempes de tout Ouais, à l'heure, clonal. c'est le même ADN, dans le fond. C'est ça, c'est clonal. Ouais, je pense que ça a été introduit en Europe, en Méditerranée, puis ça cause des problèmes. Ouais, je crois. c'est possible parce que de toute façon, ces plantes-là, en général, elles sont bien à leur endroit. Puis dès qu'elles commencent à bouger, ça crée quand même pas mal de Ouais. problèmes. Là. Oui, parce que les plantes vasculaires halophytes qui vivent de l'eau salée, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. On en a une ici qui ressemble à ça, qu'on appelle la zostère. Oui. Alors, on en faisait anciennement des grandes récoltes à l'île verte, entre autres. On faisait sécher ça, puis on s'en servait pour faire des matelas. OK. Mais c'est une plante vasculaire, une plante à graines. Là, tandis que les algues, eux autres, c'est pas comme ça, c'est des spores, c'est plus primitif. Les plantes ne cesseront jamais de nous étonner, je pense. Ah oui, absolument. Rapidement, je voudrais qu'on puisse conclure cet épisode-là, parce qu'on a appris énormément de choses et je pense qu'on aura l'occasion de parler d'autres sujets dans le prochain balado. Déjà, je voudrais vous remercier, Monsieur Jean Déhé, d'avoir été parmi nous parce que vraiment, on a appris vraiment plein de choses qui étaient hyper tant mieux. intéressantes. Tant mieux, ça me fait grand plaisir. Merci aussi, Anne-Marie, d'avoir été parmi nous. Et merci à toi, Clémentine, pour l'animation et Merci. ta coordination. Je voudrais aussi remercier le studio Coupé qui a été là. Puis je vais en profiter pour pour dire
tous les noms de tous les enfants qui nous ont posé des questions. D'ailleurs, si vous souhaitez nous envoyer des questions, vous pouvez le faire directement sur l'adresse courriel de la maison Léon Provencher. Peut-être que dans une prochaine saison, on répondra à vos petites questions. Alors, je voudrais remercier, ça va être long, Charles, Romy, Lauriane. On a aussi Tititi Olivia qui nous a posé des questions. Alors, merci en tout cas. Puis, tout ce balado-là n'aurait pas été possible déjà sans la maison Léon Provencher, puis aussi avec la contribution financière de la Ville de Québec. Alors, merci à eux. Puis, merci en tout cas. Puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup.